Aujourd'hui, je suis avec Clémence Pex-Lavallée, qui est scientifique, sophrologue et experte en gestion du stress et du sommeil. Bonjour Clémence. Bonjour Carole, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de burn-out parce que on va parler de ton deuxième ouvrage qui s'appelle Trouver ses forces intérieures, surmonter le stress et le burn-out et qui, je trouve, est vraiment un mode d'emploi une ressource quand pour parler de burn-out et de gestion du stress en fait. Donc j'aimerais que on puisse parler un petit peu de définir selon tes mots déjà qu'est-ce que le burn-out pour commencer. Le burn-out, on pourrait dire que d'abord tout crame à l'intérieur, on va voir sur trois dimensions, mais c'est vraiment lié à une inadaptabilité au stress chronique. Et donc, on va vraiment relier quand même le burn-out à sa capacité à ne plus pouvoir s'adapter et au stress chronique, mais aussi à ne plus avoir de capacité de récupération, de ressources. Et à un moment, ces ressources vont être entamées et ça va arriver que tout crame à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir engager à la fois la physiologie du corps, nos comportements, nos émotions et nos croyances. D'accord. Et alors, du coup, qu'on se sente concerné ou qu'on soit, qu'on reconnaisse quelqu'un de notre entourage qui soit concerné, comment on reconnaît le burn-out? C'est quoi les signes les plus flagrants? Alors, pour l'entourage, il va y avoir un changement de comportement de la personne. Donc, on va voir sur les deux points de vue. Quand c'est l'entourage, on voit que la personne change de comportement, change d'état émotionnel, devient cynique, irascible, a une capacité à dépersonnaliser son rapport à l'autre et une baisse de productivité, que ce soit au travail, mais même dans la qualité de la vie. Il y a une insatisfaction permanente qui est exprimée. Et pour la personne qui est en train de faire un burn-out, il y aura en plus ces symptômes additionnels qui est au niveau du corps, des douleurs chroniques qui s'installent, une insomnie chronique qui s'installe. Et ça, souvent, qui n'est pas exprimé d'ailleurs, on la supporte. Il faut voir que les personnes qui sont vulnérables au burn-out, elles ont une très grande résistance. Et dans cette très grande résistance, ils supportent des choses où d'autres auraient déjà levé le pied pour trouver une solution. Et là, bon, eux, ils passent au-dessus, ils arrivent grâce à leur résistance, qui peut être une qualité face au stress ponctuel, mais dans un stress chronique, ça devient sa faiblesse. Et ce que je veux dire, c'est que c'est la même qualité peut devenir une force ou une faiblesse. Oui. Mm. Donc, ce serait vraiment un certain type de personnes qui seraient sujet au burn-out de manière générale. Il y Oui, aurait on un. a remarqué d'ailleurs que c'est très lié à la performance, hein. Ce sont plutôt, en tout cas, les personnes que je reçois au cabinet, ce sont plutôt des personnes qui sont très travailleurs, très engagés effectivement dans ce qu'ils font. Ils y mettent du leur. Ils ont besoin d'un sens dans leur travail. Ils donnent un sens à leur travail. Et quand ça va pas, ils continuent. Ce qui est différent avec d'autres personnes qui, là, ils deviennent inadaptés. Ça va pas, ils font comme si ça devrait aller, comme si le monde devrait aller, alors que là, ça ne va pas. Alors que, donc oui, on pourrait dire qu'il y a quand même un profil particulier. Par contre, il n'y a pas d'âge. Je peux avoir du burn-out à 17, 19, 20 ans. Voilà, maintenant, j'en ai qui sont étudiants, qui juste après la prépa, juste après un concours médecine. Je peux avoir, dans les premiers travails, dans le tout premier travail, il suffit qu'il y ait à ce moment-là une perte de sens dans ce qu'on fait. Et il y a un effondrement à ce moment-là du moi. Et effectivement, on va tomber en burn-out. Et puis, il n'y a pas d'âge, que ça peut être aussi, c'est pas que suivant le travail. On peut faire du burn-out maternel, être hyper engagé vis-à-vis de ses enfants. Vraiment, on pourrait dire qu'il y a aussi un comportement de perfectionniste à ajuster. Non Hmm. seulement performant, je suis engagée, je suis affectivement engagée dans mes projets, mais aussi je suis perfectionniste. Jusqu'à un point où cette perfection m'empêche de m'adapter. Donc, Oui. ouais, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut être vulnérable au burn-out. Effectivement, ça va plutôt toucher des personnes, on va dire des valeurs sûres en général dans la vie ou dans l'entreprise. Ça touche pas des valeurs entre guillemets
qui n'ont pas cette capacité de résistance. Mmh. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que, donc, là, je parle pour tous les multipodes qui nous écoutent. On est souvent des perfectionnistes, ça nous bloque beaucoup parce qu'on voudrait que tout soit parfait et parfois on n'agit pas et parfois on agit trop et on n'arrive pas à mettre, la balance et c'est pour ça, peut-être que beaucoup de multipodes sont sujets au burn-out aussi et que c'est vraiment un risque, particulier pour ce type de personnalité parce qu'on a des valeurs fortes et qu'on y est très attaché et que du coup, on a plus tendance à dépasser les limites que les autres peut-être. Ouais, la difficulté, c'est de rester dans ses valeurs, mais en changeant quelques croyances. Parce qu'on a l'impression que ces valeurs devraient être les mêmes pour tout le monde et qu'on devrait obtenir le même résultat. Et là, c'est une question de croyance. C'est comme si son champ individuel devenait devenir un champ universel. Or, dans ces valeurs, on a des points communs universels et puis on a des champs qui sont liés à notre histoire, à notre comportement. Là, on rentre plus dans les valeurs, j'appelle ça des croyances. Oui, Sinon, dans toute une partie du livre, je travaille sur les croyances et je travaille sur la notion de lâcher prise, qui est horrible pour un multipotentiel. C'est vraiment, il faut comprendre que lâcher prise, pour eux, c'est signe de abandon, n'est-ce pas? Est-ce que tu ressens quand tu vas pas au bout et que les choses ne se transforment pas? Là, ce ouais, sentiment, Carole, ouais, euh, ouais, d'abandon, d'échec, de tout ce genre de sentiments effectivement, ouais. avec du coup de la culpabilité associée, ce qui fait que tu vas tenir alors qu'à l'extérieur, ça bouge pas. Donc là, tu vas consommer beaucoup d'énergie pour finalement faire changer quelque chose à l'extérieur et que rien ne va changer et c'est toi qui crames ton énergie à l'intérieur. Mmh. Tu as vécu ça? On vit Oui, souvent ça. Voilà. c'est vrai, c'est complètement ça. Tout à fait. Avec cette sensation d'impuissance, cette émotion qui va devenir de plus en plus insatisfaite. Il y a une colère, parce qu'on essaye de faire bouger les choses. La colère, c'est une émotion très saine. C'est une énergie qui projette à l'extérieur pour faire bouger les lignes. Mais là, il n'y a rien à faire bouger en face. Mmh. C'est là où, effectivement, ce que je parle, c'est qu'il y a une inadaptabilité au stress Ouais, chronique. Hein, et finalement, notre monde, notre cartographie du monde n'est pas celle de la réalité. Donc, il y a vraiment toute une partie du livre qui se consacre au pouvoir de la verticalité, au lâcher-prise, à l'intégration de ce qui se passe vraiment. Parce que sinon, ben, bon, on va se remettre de son burn-out plus ou moins bien, suivant si on est, qu'est-ce qu'on a fait et l'accompagnement qu'on a eu. Mais on a un risque de rechute et c'est trop violent. Enfin, le burn-out, c'est vraiment une souffrance, une violence énorme. ouais, Être arrêté en plein vol, c'est être détruit, abîmé en plein vol, ça ne devrait pas exister en fait. non, ça devrait pas Ouais. exister et ça existe de plus en plus. C'est ça qui est dramatique, quoi. Du coup, si je me rends compte que je suis en train de faire un burn-out, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, quand j'ai réalisé que j'avais fait un burn-out, j'étais finie depuis longtemps. Ah Donc, ouais. si en nous écoutant, là, quelqu'un se rend compte qu'il est en train de faire un burn-out, quelle est la première chose à faire? Mais déjà, la difficulté, ça va être de ne pas limiter son burn-out à des douleurs physiques. Pourtant, Dieu sait qu'elles sont là. C'est la première alarme. Il faut savoir que le corps parle. Quand je parle de douleur, c'est pas de la douleur aiguë, c'est la douleur aiguë qui est devenue chronique. C'est-à-dire qu'elle s'est installée durablement et elle n'arrive plus à changer. Même en vacances, ça c'est un des symptômes qu'on voit, c'est que même en vacances, normalement la douleur part, la douleur, la pression, la tension part. Et là, tous ceux qui ont fait un burn-out m'ont dit en vacances, j'arrivais plus à lâcher. Je profitais plus, je voyais mes amis s'amuser, ma famille, bah, j'arrivais même plus à en profiter. Je sentais bien que je restais tendue à l'intérieur. Je voyais bien que je n'arrivais toujours pas à dormir. Alors je m'étais dit, quand je serai en vacances, je vais récupérer, je vais me détendre, je vais récupérer. Donc je dirais que déjà les vacances, c'est l'occasion de tirer la signal d'alarme. Quand une tension ne part plus, quand une insomnie ne se récupère pas en vacances, on n'est plus dans un passage difficile. On est dans une inadaptabilité au stress. Et là, bah, la seule façon, et la meilleure façon, ce serait déjà de s'occuper de son corps et de son sommeil. Sachant que tout de suite vient la satisfaction, cette capacité à être irritable, à se sentir mal dans sa peau, dans ses émotions, à tout voir d'une façon beaucoup plus pessimiste et négative. Et là, il va falloir trouver quelqu'un avec qui échanger, qui ne soit pas de la famille, qui ne soit pas l'entourage, quelqu'un de complètement extérieur à qui on ose tout dire, parce qu'on n'oublie pas ce côté exigeant, performant, hyper contrôlant.
faut pas l'oublier non plus, qui fait qu'on n'a pas l'habitude de se confier à quelqu'un avec sincérité et authenticité sans avoir peur de l'effet boomerang. En, Et en vas-y, plus, oui. en tant que multipote, on a souvent, puis zèbre, personnalité atypique, ce côté faux self, ce masque qu'on Ouais, porte en fonction des situations, qui du coup, quand on est en stress chronique, on va le porter en permanence en fait. absolument. Donc, c'est l'occasion de baisser le masque, mais tout en étant accepté pour ce qu'on est vraiment. Et puis pour ce qu'on voudrait être, parce qu'on est performant, parce on sait qu'on en est capable. Mais la difficulté, c'est que là, on n'en est plus capable tous les jours à 100%. Mm. Et donc, je dis bien que c'est la différence. Et je différencie bien le burn-out de la dépression aussi. Hein. La dépression, c'est, si je veux dire, enfin, dans la dépression, la personne reconnaît qu'elle ne va pas bien. Dans le burn-out, c'est impossible. On ne le voit pas. Donc, c'est l'entourage, c'est le thérapeute, la personne avec qui on va oser. C'est pour ça qu'il faut que ce soit une personne différente de son environnement professionnel et personnel. On ne peut pas se confier à un collègue. On ne peut pas se confier à quelqu'un de la famille. On peut partager à sa famille, mais on ne va pas pouvoir mettre en place le travail de bas les masques. Et tu as vu, il y a toute une partie dans le livre où je marque même les masques qu'on peut voir au travers de son corps, les masques qu'on met en place, qui se mettent en place très très jeunes. Hein. J'en parle dans le livre, il y a beaucoup de masques qu'on met en place dans la petite enfance. Il y a beaucoup de choses que le multipote ou la personne qui va être à risque, à vulnérabilité au burn-out va mettre en place pour contenir cette performance sans jamais faillir. Et donc, il y a vraiment apprendre à lâcher prise sans faillir. Ça, au début, c'est un paradoxe. Et petit à petit, on va apprendre la différence. Et ça, c'est vraiment la rééducation, l'éducation. Je peux lâcher prise tout en me sentant bien, parce que au fond de moi, je sais que je n'abandonne pas, mais je transforme quelque chose à l'intérieur. Et là, il y a vraiment un travail psychocorporel qui se met en place. Et on va renaître, parce que je le dis, hein, le burn-out, c'est une petite mort. Hein. Toutes les personnes, enfin, je le dis parce que toutes les personnes m'ont témoigné. Derrière, il y a une renaissance. Et le but, c'est de renaître un peu différent. C'est pas de renaître exactement comme on aimerait être avec son schéma de croyance comme avant. Il faut arriver à recommencer du coup, quoi, parce que il y a beaucoup de personnes du coup qui font plusieurs burn-out parce qu'ils arrivent, même s'ils sont plus vigilants, on n'arrive pas à se mettre les limites et c'est pour ça que c'est si important de mettre en place. Ouais. C'est vrai qu'il faut être vigilant sur son hygiène de vie, son hygiène d'alimentation, son hygiène de sommeil, son hygiène relationnelle, mais ça ne va pas suffire. Parce que dans ce cas-là, on retombe dans le masque hyper contrôlant. Donc, perfectionniste, exigeant avec soi-même, complètement engagé vis-à-vis des autres, il ne faut pas les décevoir. Et on retombe dans la même. On croit qu'on a changé de choses, mais en fait, quand on a remis un cadre encore plus fort, plus difficile à tenir dans la chronicité. Donc, on redevient vulnérable. Et comment alors on se remet d'un burn-out? Qu'est-ce qui est important de prioriser finalement dans sa vie quand on a fait un burn-out? Ouais, le premier cadre, c'est le sommeil. C'est pour ça d'ailleurs j'avais écrit le premier livre, hein, parce que sur Bien dormir sans médicaments, parce que 99 des personnes que j'accompagnais avaient un trouble du sommeil chronique associé. Et le sommeil, c'est la moitié de la santé. C'est ce qui va remettre les ressources après une dépense énergétique de la journée. Donc, le sommeil va être privilégié et on va avoir un cadre de sommeil, retrouver son chronotype, son vrai besoin de sommeil, comprendre ce qui vient altérer son sommeil, ce taux de cortisol dans le corps, qui fait qu'on a du réveil nocturne, qu'on continue à faire de la performance, on n'arrive plus à lâcher prise. D'apprendre à se connaître finalement. Oui, et à le corriger aussi. Il va falloir le connaître, mais il va falloir se connaître ses facteurs exogènes, endogènes, mais aussi apprendre à le réguler. Deuxième chose, on va mettre en place une alimentation sûrement particulière au moment de la récupération. Mais même si on a une alimentation particulière, on le sait maintenant, il y aura, si on est trop stressé ou on manque de sommeil, on aura une altération de l'absorption de la qualité nutritionnelle qu'on aura. Donc c'est pour ça que ça va venir en deuxième phase d'alimentation. C'est tout aussi important, mais finalement, tant que le sommeil n'est pas régulé, il n'y a pas de récupération, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de régénération cellulaire et immunitaire.
et donc on ne va pas pouvoir reconstruire. On ne va pas pouvoir reconstruire le corps, mais aussi les neurones. Parce que dans le burn-out, la particularité, c'est qu'on s'est cramé des neurones. Ça laisse vraiment on a un déficit de concentration très très important. On a un déficit, une difficulté de mémorisation. On a des pages blanches entières. On peut vivre sa journée complètement, et pas du tout parce qu'on est chimiquement complètement bourré, mais pas du tout. C'est juste parce que les neurones, il y a des connexions qui ont cramé. Et c'est pour dire à quel point on a souffert. À l'extérieur, ça se voit pas à l'extérieur. À l'intérieur, il y a vraiment une altération qui s'est mise en place. Il y a vraiment de gros dégâts de fait. Ouais, il y a des gros dégâts. Et ça se voit pas. Et il faut savoir que la personne qui fait un burn-out va tout faire pour essayer de le masquer. Et son premier truc, ça c'est symptomatique au cabinet, c'est ils vont se lancer à corps perdu. Bon, comme je suis arrêtée, d'abord, dans 15 jours, ça va bien, je reprends. Dans un mois, ça va bien. Mon médecin m'a fait un mois d'arrêt de travail, mais dans un mois, ça y est, vous m'avez réparé, c'est bon, je reprends. Et deux, c'est je vais profiter du mois pour réparer. Alors, j'achète la pile de bouquins, ou je vais faire toutes les expos, je repars dans une autre performance. Ça veut dire que je n'ai pas changé de mode de fonctionnement. Il y en a qui disent, je pars en Inde faire 3 semaines de retraite, j'en rêvais toute ma vie, c'est l'occasion où jamais je vais prendre soin de moi, je vais me soigner, mais il faut un décalage horaire en allant en Inde. Deuxièmement, c'est un stress énorme, on le sait, les débuts des traitements, donc ils sont pas du tout en espace, ils n'arrivent plus à lever le pied, et ils veulent encore une performance d'une certaine façon, se déplacer sur le champ opérationnel, mais c'est masqué parce qu'on fait croire qu'on va se soigner, mais en fin de compte, on reste dans le même mode de fonctionnement. Et 3, ils me disent, et quand je vais revenir, je vais reprendre le même job et je vais prouver que j'y arrive. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'y sois pas arrivée. C'est vrai, il n'y a pas de raison qu'ils n'y soient pas arrivés. Mais l'accumulation de cette inadaptabilité au stress qui a créé cet arrêt obligatoire. Alors justement, qu'est-ce que c'est le stress? Parce que finalement, on parle de se débarrasser du stress, de gérer son stress, mais qu'est-ce que ça veut dire le stress? Qu'est-ce que c'est? C'est très positif le stress, c'est ce qui a permis à l'espèce humaine de s'adapter. Le stress, c'est votre capacité, ça vient de stresser, c'est la contrainte des matériaux, c'est un vocabulaire qui est issu de la sidérurgie et qui fait que pour donner une forme à votre matériel, il faut lui appliquer une contrainte, extérieure ou intérieure. Donc on peut avoir une contrainte extérieure de l'environnement, de l'entreprise, du cadre familial, mais on peut avoir aussi une contrainte intérieure liée à sa biologie interne. C'est pour ça que le burn-out n'est pas que lié à l'environnement extérieur. Si je lui fais une dette de sommeil, je lui applique une contrainte intérieure. D'accord? Si j'ai un management, une désorganisation dans mon entreprise, j'aurai une contrainte extérieure. Mais si j'ai une dette de sommeil, si j'ai des douleurs chroniques, c'est bien une contrainte intérieure. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que ça, le burn-out. Les deux sont autant importants, ça applique, il y a la même contrainte. Mais grâce à cette contrainte, la circulation énergétique de mon corps va augmenter le niveau. Je vais produire de l'énergie. Donc, le stress, c'est la contrainte qui va permettre de faire monter son niveau d'énergie et de m'adapter et de faire une réponse adaptée à cette contrainte. Donc, de produire une nouvelle forme. Donc, de mon point de vue, le stress, c'est obligatoire pour s'adapter. Maintenant, il y a le stress ponctuel et puis il y a le stress chronique. On est fait pour des stress contre elles. On applique une contrainte physiologique, mentale, ce qui va faire moduler les ondes cérébrales, accélérer le système nerveux de tous les organes vitaux, la vitalité des organes vitaux, mais derrière, on est censé récupérer. Et l'OMS a mesuré que, normalement, notre corps, notre cerveau est fait pour absorber 5 à 6 stress par semaine. Oh, j'en rigole. Actuellement, c'est 50 à 60 par jour. Donc, ça veut dire que notre programme le laisse faire normalement, il n'y arrive pas bien, tout seul. Il va falloir l'aider. C'est ce qui a changé dans notre société. Dans notre société, on a une surstimulation de l'adaptabilité et qui a encore plus augmenté depuis 5-6 ans avec l'hyperconnexion. Et cette hyperconnexion, ça fait qu'on va rester plus longtemps à essayer de répondre aux mails. C'est une contrainte, il faut réfléchir, produire quelque chose. On va rester plus longtemps en décalage horaire même. Là, je reviens de l'étranger, ils étaient tous en décalage horaire pour répondre par rapport au continent. Et donc, mine de rien, ces 3 heures de décalage horaire, c'était pas énorme. Mais à 21h, eux répondent parce qu'ici, en France, avec leur maison mère, c'est un horaire encore des bureaux. Mais eux, ça veut dire qu'ils ne clôt pas avant 22h, 23h. Donc, il y a une dette de sommeil, il y a une contrainte qui va durer trop longtemps. Et donc, le stress, il faut vraiment voir que sans stress, l'espèce humaine ne serait pas adaptée et ne produirait rien. Donc, autant dire qu'elle n'existerait plus. Donc, on est fait
on a tout le matériel en nous, sauf que la seule différence, c'est que si on ne fait pas des pauses en journée, des pauses pour rétablir un équilibre, et si la nuit, on ne protège pas cet espace de pause, c'est-à-dire que si on s'endort tendu, stressé, donc contraint, hein, quand on entendez-le bien, stressé, c'est contraint à l'intérieur, psychologiquement, émotionnellement ou physiquement, là, je ne vais pas passer dans cet espace ressources. Et au bout d'un moment, l'espace ressources, parce qu'il va y avoir d'autres éléments associés, des croyances qui vont se mettre en place, des modes de fonctionnement, vont faire que je vais me cramer. Donc, il va y avoir ce que j'appelle moi maintenant burn-out, c'est il y a quelque chose qui sauve ma peau, c'est le burn-out. Ça m'oblige à arrêter. J'ai plus le choix. Puisque moi, je n'y arrive pas à le choisir. Et on va vraiment aussi voir qu'il va falloir s'autoriser à se poser et donner le signe psychocorporel au corps de se poser. Donc, un des facteurs, par exemple, la méditation, quand je vais bien, c'est facile. Mais quand je suis au bord du burn-out, on ne peut plus le faire. On voit bien que le corps n'arrive pas à se calmer. Par contre, je pourrais l'utiliser après, quand j'ai récupéré mon burn-out, pour entretenir cet état de pause. La méditation est une très bonne technique. Mais c'est vrai que je préférais la sophrologie quand je sens que je suis vulnérable, parce que je passe par le corps et ça a beaucoup plus d'impact dans la récupération et dans la modification de paramètres physiologiques. La sophrologie, pour moi, va être plus efficace, sachant que la sophrologie, la troisième partie va vers la méditation, parce que les corps et les émotions sont déjà revenus à l'équilibre. Hein, je parle de ce modèle dans le livre du modèle chinois de l'homme total. On est en disharmonie dans l'un des étages et il faut ramener centré. Et là, on va pouvoir accéder à la gymnastique de l'esprit, à la puissance de l'esprit. Ouais. Et ça, c'est très agréable. Et en plus, ça se fait du bien. En plus, c'est agréable. Donc, c'est sympa. Mais oui. Et en plus, du coup, tu fais le lien entre méditation et sophrologie puisque tu as créé un programme sur Petit Bambou de sophrologie qu'on peut suivre, dont je mettrai le lien. Oui. Et ça permet justement peut-être d'avoir cette première approche quand on ne peut pas méditer mais qu'on a besoin d'aide. Oui, c'est vrai que j'ai à cœur de partager, je ne peux pas recevoir tout le monde au cabinet, donc du coup j'ai à cœur, et pourtant je fais des formations, il y a le réseau des sophrologues aussi, bien relax, qui sont formés qui ont un perfectionnement en suivant mes formations et d'autres formations aussi. Et du coup, on a mis en place que finalement, voilà, on sait bien qu'on ne peut pas se déplacer partout, donc le programme Petit Bambou pourrait apprendre à dormir, le programme sur Bien Relax aussi pourrait apprendre à dormir, pour mieux gérer le stress aussi, un programme spécifique pour mieux gérer le stress. Il y a les sophrologues de l'annuaire Bien Relax qui permettent, où qu'on soit en France, de pouvoir être accompagné, en tout cas vivre les premiers outils, accompagner et affiner aussi ce dont on a besoin. Ça, c'est aussi bien parce que finalement, on a tous, ça on le sait, tu l'as vécu, j'imagine aussi, on a besoin à un moment ou à un autre d'être accompagné. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui arrive à vous donner une ligne directrice sur laquelle on va s'appuyer dessus et on va pouvoir évoluer tel qu'on est vraiment authentiquement au fond de soi. Comment retrouver cette sérénité? C'est qu'en fait, c'est pas seulement pour ceux qui se sentent concernés par le burn-out ou l'entourage, mais c'est vraiment pour cet équilibre à trouver, il est pour tout le monde finalement. Donc, quand on sent qu'on a trop de stress trop souvent, c'est avant de se retrouver avec un signal d'alarme, ça peut être une bonne chose de commencer d'aller voir vers ces outils, d'aller voir vers ces personnes qui peuvent vraiment nous aider à retrouver un équilibre. Tu as raison, Carole, c'est pour tout le monde, mais pour celui qui est vulnérable au burn-out, qui a fait un burn-out, c'est vital. Oui. Parce que quand il revient au travail, son cerveau dysfonctionne. Il en a gardé la mémoire, donc il va passer tout de suite en dysfonctionnement. Et donc, c'est vital pour lui, parce que sinon, il n'aura plus de clarté d'esprit, il aura toujours des troubles de la concentration, de la mémoire, tous les signaux qui lui disent que le cerveau n'arrive plus à se recaler. Il aura une émotion qui sera décuplée d'appréhension, d'angoisse, d'anxiété. Beaucoup me le disent, c'est rien qu'à l'idée d'y aller, ils sentent l'énergie qui n'est plus là, ils ont des paniques, des bouffées d'angoisse, d'anxiété qui montent, le corps tremble, il parle, il se rappelle que ça a été dangereux pour lui. Il envoie le message, attention, danger. Donc, je dirais que pour tous ceux qui ont besoin, on a tous besoin de réguler le stress. Moi, je connais personne qui n'en ait pas besoin. On ne va pas l'enlever, le stress, on va le réguler. Le stress, il est bon, il est positif, mais en excès, il devient toxique. Par contre, pour ceux qui ont fait un burn-out, mais c'est vital
Sinon, on ne s'offre pas la possibilité de renaître serein. Et c'est horrible, encore une fois, on va retomber dans la spirale de se forcer à tenir le choc. Et puis avec le risque de replonger, du coup, ad vitam aeternam, tant qu'on recommence à faire la même chose, on peut pas. Donc oui, le soutien à ce moment-là, il est primordial, quoi. Même chemin, même résultat. Ouais, c'est ça. Parce que le corps fonctionnera pareil et le comportement aussi fonctionnera pareil. Donc, la stratégie, c'est d'apprendre un nouveau fonctionnement, un nouveau comportement. Et ça, c'est de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on ne renaît pas d'un burn-out, d'un claquement de doigts. Il faut que les entreprises accompagnent. Il faut que les entreprises laissent le temps. Il faut aussi savoir que la personne qui parle d'un burn-out, si elle n'a pas fait ce travail-là, elle va vouloir faire exactement comme avant. Et l'entreprise, elle aussi, elle s'attend, il est rentré, donc, entre guillemets, ça y est, il est réparé. Oui, c'est valable aussi dans le cas du burn-out parental ou du burn-out entrepreneurial, du coup, parce que là, c'est nous qui nous laissons, enfin, qui nous laissons pas le temps de récupérer. Pour le coup, là, c'est pas l'entreprise, c'est nous-mêmes. Donc, faut qu'on le prenne, que ce soit dans le cadre de l'entreprise, dans tous les cadres, il faut prendre ce temps de récupération et d'adaptation. Et du coup, une fois rentré dans l'entreprise, c'est l'adaptation. Ou l'entourage, dans la famille, c'est l'adaptation. Il faut pas savoir, comme ça ne se voit pas à l'extérieur, c'est très difficile. Mais c'est pour ça que c'est aussi important d'informer les entreprises. La personne, on va changer son mode de fonctionnement, on va lister tout ce qu'il y a, tous les indicateurs. On va aussi changer de type. Souvent, je vais conseiller aux entreprises de changer d'environnement. On ne va pas se remettre au même bureau, à la même place. Parce que sinon, le cerveau, c'est comme s'il se remettait dans le même mode de fonctionnement. On va inviter le cerveau à changer d'espace et de temps pour pouvoir fonctionner différemment. On peut changer de façon de travailler, on peut changer de collaborateur, on va voir les indicateurs qui ont eu le plus d'impact sur le cerveau. Quelquefois, c'est le cadre. Quelquefois, c'était tout simple. Pour quelqu'un, ça a été changer de trajet pour y aller. Parce qu'à chaque fois qu'on prenait le même trajet, le même mécanisme, sa journée se déroulait exactement comme avant. Et le fait de changer de trajet obligeait son cerveau à changer, à ouvrir une nouvelle page. Ça peut être la décoration du bureau, ça peut être la façon de travailler en équipe. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son ancienne équipe, mais ça veut dire que pour favoriser une nouvelle adaptabilité, il va falloir changer les facteurs autour de soi. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ses anciens collaborateurs. Aussi, hein, ça veut dire aussi qu'on a besoin de changer d'un environnement, d'un facteur qu'on n'a pas su. Mais normalement, si on a bien fait le travail avant, quelle que soit la qualité relationnelle quand on est parti, on peut la transformer. Parce que soi-même, on s'est transformé. Mais ça demande. Alors là, on est vraiment sur un travail qu'on a fait régulièrement sur plutôt 18 mois et qui va être accompagnant aussi pendant la reprise du travail. C'est pas parce qu'on reprend le travail que tout va bien. On va observer pendant les premiers mois tout ce qui nous met trop en alerte, tout ce qui fait que je reste en alerte et j'arrive pas à lâcher cette tension. On va décortiquer, on va trouver des stratégies pour permettre au corps, ouais, il y a une alerte, je l'entends, j'en suis conscient, mais je la garde pas en moi, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Dans le livre, je donne beaucoup d'exercices pour libérer ces tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles et mentales, parce que tant qu'on garde ce côté hyper contrôlant, on reste hyper vulnérable au danger, en fait, de l'inadaptabilité au stress. Oui, c'est ça. Et justement, comment, quand on a plein de projets, quand on est multipote, quand on est lancé dans plein de choses, comment on apprend à s'arrêter? Comment on apprend à prendre le temps? C'est quoi ton meilleur conseil pour ça? Parce que justement, on ne sait pas faire, on sait pas, quand on se lance à fond et on est cœurs et âmes et c'est pour ça qu'on ne reconnaît pas les signes en fait aussi. Oui, tu l'as dit, on ne reconnaît pas parce qu'on ne prend pas le temps dans la pause d'apprendre à écouter sereinement. Tout ce qu'on écoute nous envoie des signaux qui nous mettent mal et qui nous donnent qu'une envie, c'est de repartir. Donc, on va apprendre tout au long, et c'est ce qu'on appelle dans les livres, j'appelle beaucoup les pauses d'intégration. On va apprendre à pouvoir on va faire des stimulations du corps ou de la respiration, et on va apprendre d'ailleurs à écouter ce qu'on a. Dans le livre, j'en parle beaucoup, l'écho de la stimulation. Et on va se familiariser à un espace-temps qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On a l'habitude d'être vers une énergie vers l'extérieur en permanence. Et là, on va apprendre à apprivoiser, on va dire. Mais c'est plus joli apprivoiser, je trouve, à intérioriser les coups de la stimulation et à le savourer.
C'est-à-dire qu'il va devenir agréable. Tellement agréable que même on se surprend quand les patients sont là et me disent « J'attendais que ça, c'est trop bon quand je suis dedans, pourquoi vous ne me laissez pas dedans plus longtemps ?» Parce que là, on savoure qui on est vraiment et à quel point on va bien. Et c'est bizarre quand la façon, il faudrait le vivre pour voir ce que c'est, mais cette éco-stimulation dans la pause d'intégration qu'on apprend en sophrologie, ben, c'est là où on existe vraiment. C'est là où le corps, l'esprit est en harmonie et on est d'une sérénité, ce qui fait qu'on retrouve son équilibre, cette harmonie intérieure et qu'on n'est plus déstabilisé, on n'est plus désharmonique et on est tellement bien, le moi est reconstitué dans ces 3 dimensions. On est tellement bien que c'est un espace qu'on savoure. On peut y rentrer quelques secondes, on peut y rentrer 1 heure, mais beaucoup de patients disent « laissez-moi 10 minutes dedans, c'est mon kiff de la journée ». Donc, c'est vraiment un espace très particulier qu'on ne nous apprend pas dans le monde occidental. Et là, effectivement, je suis allée chercher ces modèles-là dans le monde oriental. Je les ai traduits avec les neurosciences pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans le corps et le cerveau. Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans notre monde occidental. Et c'est dommage parce que finalement, c'est là où on atteint la tridimensionnalité de l'être. On est tellement bien et tellement mieux, plus que soi, qu'on va pouvoir compenser cette course en avant qu'on fait quand on est vulnérable au burn-out. On se court après soi-même avec tel qu'on aimerait être et qu'on n'arrive pas à être. Et on se réconcilie grâce à ces pauses d'intégration avec qui on est vraiment. Et là, on est au top. C'est un super outil, merci beaucoup. Et j'aurais juste encore une petite question un petit peu plus personnelle pour finir notre entretien. C'est comment on passe de scientifique à sociologue, à sophrologue, en passant par la case écrivain, conférencière, formatrice. Quel est ton parcours? Comment tu as C'est vrai que je suis absolument un parcours multiple. Mais pour moi, il a un fil directeur. Pour moi, il est très cohérent. C'est-à-dire que je suis scientifique de formation. Je m'intéresse en tant que chimie physique à la modification des cellules sous stress et le comportement. Donc, j'ai aussi un parcours après en psychothérapie. Et après, j'ai découvert la sophrologie qui me plaisait beaucoup parce que c'est la médiation psychocorporelle. Je parle au corps et je parle au cerveau. Et du coup, je me sens tellement bien que je vis ce que je pratique. Et dans ce que je vis, ce que je pratique, je me suis dit, il faut que je le partage au plus grand nombre. Donc, bien sûr, j'ai un cabinet que j'avais créé dès 2004 pour la gestion du stress et rapidement pour l'optimisation du sommeil parce que je me suis aperçue que les deux étaient corrélés. Et pour ça, je travaille avec des médecins. Pour des médecins, je dirais même. Et puis, je me suis aperçue que, comme on me demandait beaucoup d'interventions d'entreprise, je me suis rendu compte que dans le monde de l'entreprise, le corps n'existe pas. On parle au mental, on parle sur des ressources mentales en oubliant le corps et les émotions non plus n'existent pas, ou alors elles devraient être ultra positives. Et là, je vais mettre un masque. Je vais faire croire que tout va, alors peut-être qu'au fond de moi, ça ne me convient pas. J'ai raison que ça ne me convienne pas, mais je vais être bien éduquée, je vais rien dire, je vais supporter, je vais d'abord faire ma place, je vais faire accepter. Il y a toutes ces notions de rejet, d'intégration. Bon. Et du coup, je ne vais plus être moi-même au bout d'un moment. Et donc, je me suis retrouvée en entreprise à animer beaucoup de séminaires où j'avais ce retour-là. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire des livres, voilà. Et puis aussi, je me suis aperçue que comme j'étais limitée dans le monde occidental où on tranche le corps, on le découpe par tranches, et puis on sépare les émotions, et puis on sépare le mental, les croyances, tout ça, c'est un peu, j'ai besoin de voir plusieurs praticiens différents. Alors dans la sophrologie, tout rassemble. Donc je me suis dit, mais je vais aller voir ce qui se passe dans le monde oriental. Pourquoi ils travaillent d'une façon holistique? Qu'est-ce que moi je comprends en tant que scientifique? Comment est-ce que je peux apporter un regard à la fois occidental, mais à la fois chargé de ces richesses orientales, tout en restant moi-même occidentale, parce que je reste dans mon environnement. Et donc, ça m'a donné envie de partager dans ces livres. Bien sûr, les conférences, c'est un plaisir. C'est un plaisir. D'ailleurs, je pourrais le dire, toute ma scolarité, j'ai jamais eu un bulletin sans avoir mes remarques trop timides. Donc, c'est une croyance que j'avais, que j'étais trop timide. Et finalement, oui, c'est vrai que je participais pas en classe, que j'avais rien d'intelligent à dire, tout simplement. Et alors que là, quand j'ai quelque chose à dire qui au fond de moi, c'est quelque chose que
je peux partager, donner de moi, bah, ça sort tout seul. Donc, comme quoi, encore une fois, j'avais une croyance erronée que j'ai travaillée, dans le sens où que je me suis dit, bah, tiens, entre ce qu'on m'a renvoyé pendant toute ma scolarité, ne prends jamais la parole en classe, trop timide, et ben finalement, bah, oui, je comprends maintenant, en ayant travaillé sur moi. Alors que si je restais avec cette étiquette, à chaque fois que je prendrais la parole, ça deviendrait un stress, une contrainte intérieure énorme. Et ce serait une violence que je me ferais à moi-même. Et j'ai aussi pu voir que, en travaillant sur moi, c'est pas timide qui me convenait. C'est juste que j'avais rien de particulier, d'original à dire en classe et que j'avais pas besoin de me manifester plus que ça. Et là, j'ai des choses particulières à dire qui, pour moi, sont différentes de ce que j'entends. Euh, voilà, et j'ai une petite chose à dire et j'essaye de le partager. Donc, comme quoi, et ça me permet de vivre du coup sans stress, enfin, avec le bon stress positif, c'est-à-dire l'envie de partager, de donner de l'énergie, mais sans avoir ce que j'appelle ce stress d'anxiété. En y pensant, une semaine avant, je suis déjà dans cette contrainte intérieure en me disant ça va être difficile pour moi de parler. Voilà, donc ça, on pourrait dire, voilà une façon de changer sa croyance et de faire en sorte que qui l'on est vraiment se positionne bien. Et pour les multipotentiels, ça en fait partie de ce job. On cherche ses qualités, ses talents, on cherche comment l'exprimer. Ça, pour ça, tu accompagnes pour ça. Et en même temps, il va falloir que dans cette expression, il y ait une transformation, une révélation et que ça devienne ce que j'appelle un jaillissement d'énergie, mais qui ne coûte pas, qui n'abîme pas. Et c'est tout le travail que tu fais quand tu accompagnes les gens, que je fais aussi. On va donner des signaux au corps pour bien le vivre, être serein avec ça. Et en même temps, on est hyper honnête avec soi-même. Donc ça, c'est fabuleux parce qu'on est satisfait. On n'a pas cette insatisfaction qui se met en place quand on est vulnérable au burn-out. On voit bien que quoi qu'on fasse, on est à côté de la plaque. On n'est pas content, c'est pas comme ça que ça devrait être. On est soi-même. Et c'est ces forces intérieures-là qu'il faut trouver. C'est passionnant. Et si justement les multipodes qui nous écoutent sont intéressés par la sophrologie, déjà, quelles sont les qualités pour être un bon sophrologue ou une bonne sophrologue? Moi, avoir fait de la sophrologie, parce que beaucoup, malheureusement, se reconvertissent professionnellement en disant, voilà, j'ai un talent, il est temps que je l'exprime, je vais être sophrologue, mais ils ont même pas été voir un sophrologue, ils n'ont pas fait ce travail sur eux. Je dirais qu'en qualité, faut être soi. Il faut aimer partager avec l'autre, ça c'est sûr. Mais il y a de la technique hein, dans la sophrologie, ça suffit pas. Il faut acquérir de la technique. Il faut peut-être un peu arrêter de penser qu'on peut acquérir une technique en 6 mois. La plupart des écoles sérieuses proposent plutôt des troncs sur 18 mois, 2 ans, avec des perfectionnements sur 4 ans. On ne devient pas un bon accompagnant sans avoir fait un travail sur soi et sans avoir pris le temps de décanter ce qu'on intègre. Donc ça, je dirais que c'est une des choses que je peux voir qui peut faire la différence. Et puis, je pense que tout le monde a ses talents. Tout le monde va sentir ce qui correspond. Il y en a qui vont être à l'aise, que c'est une technique à médiation psychocorporelle. Il y en a d'autres qui vont préférer d'autres techniques qui sont très bien aussi. Il faut voir que toutes les techniques, les pratiques ont le même objectif, c'est de trouver la paix avec soi-même et avec soi-même. Donc, dans la relation à soi-même, dans la relation de soi à soi, de soi à l'autre, de soi à son environnement, de soi à l'univers, trouver sa place dans la vie. Et il n'y a pas de bonne technique. Il faut trouver celle pour qui ça fait vibrer. Et je pense qu'un bon sophrologue, c'est la personne qui aime ça la fait vibrer. Quand je fais une séance avec quelqu'un, il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui s'allume du coup à l'intérieur de même quand c'est dans un groupe avec 500 personnes, il y a quelque chose qui se passe, qui met en harmonie. Et là, on sait qu'on est fait pour ça. Je dirais la passion ne suffit pas, parce que la passion pourrait être encore une fois une croyance, hein, entre guillemets, un piège pour celui qui est vulnérable au burn-out. Ouais, je pense qu'il faut tester. Il faut tester, écouter comment ça vibre à l'intérieur de soi. Et après, il faut aussi être conscient de la réalité économique quand on est passé indépendant. Je pense que tu l'as souvent évoqué pour les multipotes. Il faut être attentif aussi à ces paramètres. Qu'est-ce qui me met en sécurité?
et ce qui génère trop d'insécurité pour moi et que je pourrais pas, donc il va générer trop d'anxiété. Il ne faut pas se retrouver à se dire c'est parce que je suis maître de moi-même. La personne qui est vulnérable au burn-out est déjà hyper contrôlante. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des formes, on peut faire son métier aussi d'une façon différente que tous les autres. On peut être sophrologue, on peut être d'autres choses, mais peut-être avec son style personnel. Oui, je dirais ça. Un bon sophrologue, tu vois, tu me fais faire un travail de réflexion finalement en direct. Mais je dirais, un bon sophrologue, c'est celui qui crée son style, qui est très très bon technicien, très très bon technicien. Il faut avoir intégré tous les outils, mais il faut avoir son style. Et dans son style, on est authentique. Parce que quand on est en onde alpha, on ne peut pas tromper l'autre. Et on ne peut pas s'épuiser non plus, parce que dans ce cas-là, on ne montrerait pas le bon chemin. Ouais, c'est génial parce qu'en plus, comme ça, tu donnes plein de pistes aux gens qui vont aller voir des sophrologues après t'avoir écouté pour Oui. reconnaître un bon praticien ou pas. Ouais, ouais. Une dernière chose, c'est la question que j'aime beaucoup poser parce que si j'avais là un micro magique qui me permettait de donner ton message au monde entier, qu'est-ce que ce serait comme message? Quel message as-tu envie de passer au monde? Ah ouais. Bon, d'abord, je voudrais vous partager ma devise, c'est quelle que soit la situation extérieure, je reste en bonne santé physique, émotionnelle et mentale. Quel que soit le chaos extérieur, à l'intérieur, je trouve mon harmonie intérieure. Et je trouve la note harmonieuse qui me permet de revenir dans cette harmonie. Elle est personnelle à chacune. Et puis, pour ceux qui font un burn-out, qui se sentent au bord, ou qui sont dedans, ou qui se sont relevés, je dirais, on s'en remet. Donnez-vous le temps. Donnez-vous, alors le mot est galvaudé, mais la bienveillance, c'est-à-dire ce que vous conseilleriez à votre meilleur ami. Offrez-le vous. Trouvez les bonnes personnes. Ne multipliez pas trop de personnes. Quelquefois aussi, c'est un peu le danger. On veut tout faire en même temps pour aller plus vite. Donc, offrez-vous du temps. Vous avez toute la vie pour trouver votre bonne harmonie, mais ne lâchez pas. Lâchez le résultat, mais ne lâchez pas votre recherche de vous. Parce que le burn-out, bien qu'il soit violent, bien qu'il se fasse mal, c'est l'occasion ou jamais de prendre le temps de découvrir qui vous êtes vraiment et de trouver comment vous voulez l'exprimer aux autres, à votre environnement et à vous-même. Comment vous voulez produire votre énergie? À quoi elle sert? Quelle est votre place sur Terre? Quel est votre chemin? Qu'est-ce qui vous anime? Et là, on parle au corps, à l'âme et à l'esprit. Et on va toucher ces trois dimensionnalités-là. C'est vraiment la grande difficulté, c'est de parler aux trois sans angoisse, sans se mettre une pression supplémentaire en disant je dois trouver qui je suis, mais au contraire, j'attends de voir dans cet écho de la stimulation qui je suis vraiment. Pensez écho de la stimulation et ce sera probablement quelque chose que peu de personnes parlent. On en parle peu, hein, et pourtant c'est la secret. C'est pour ça que la méditation, les retraites, ça va ça, mais il faut le mode d'emploi pour aller avec. Il faut aller chercher le mode d'emploi. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pour aller plus loin, donc je mettrai le lien de ton livre. Il y a aussi ton livre sur le sommeil. Tu as un site internet où toutes les informations dont on a parlé sont assemblées. Donc, je vais mettre le lien vers tout ça dans la description. Donc, pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller consulter les différents outils que nous propose Clémence parce que vraiment, ce sont vraiment de super outils de grande aide. Je trouve que c'est vraiment une bible trouver ses forces intérieures, de la gestion du stress, de renaître, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, merci infiniment pour tous ces outils et merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci, Paul. Au revoir à tous. Au revoir.